Alors, bienvenue à cette capsule qui porte sur la sensibilisation aux enjeux de la boxe féminine. Bien que le sujet principal de la présentation soit la boxe féminine, les notions qui vont être abordées dans la deuxième partie vont être aussi valables pour la boxe masculine, évidemment. Seulement, moi, je me suis basée sur mon expérience avec des boxeuses. À la fin de la première capsule, je me suis demandé comment la relation avec l'entraîneur affectait la motivation des boxeuses. Pour commencer à répondre à la question, on va voir l'impact d'un entraîneur qui offre du support versus un entraîneur contrôlant. Un entraîneur qui offre du support valorise avant tout l'autonomie de son athlète. Pour l'entraîneur, c'est évident que l'athlète sait ce qu'il y a de mieux pour lui-même. Il sait aussi que son athlète a le pouvoir sur une bonne partie de sa propre performance. Donc l'entraîneur est là pour le conseiller, lui donner des recommandations, mais c'est jamais des obligations. Une fois que l'athlète sent qu'il a le pouvoir sur les décisions qui le concernent, ça va augmenter sa confiance en soi et ses capacités, puis ça aura pour effet de contribuer à sa progression. En d'autres mots, l'athlète va être plus apte à progresser s'il sent qu'il a le contrôle sur sa performance. C'est aussi important de mentionner la flexibilité et la facilité d'adaptation chez un entraîneur qui a du support. Par exemple, lorsque son athlète va vivre un moment plus difficile dans sa vie personnelle ou qui va être plus affaibli par les émotions, il va sentir que son entraîneur est sensible à son bien-être et à ses besoins. Plus l'athlète perçoit le soutien de la part de son entraîneur, plus sa force mentale et sa motivation vont être grandissantes, puis ça va faciliter sa progression. Grâce à tous les éléments que je viens de vous énumérer, c'est sûr que ça devient plus facile de créer un lien de confiance avec l'athlète. C'est certain qu'en respectant les limites de l'athlète et en considérant son point de vue, on va susciter des émotions positives chez lui. Puis c'est à ce moment-là qu'il va se sentir bien en présence de son entraîneur. L'athlète va aussi persister dans ses efforts, puisqu'en fait, il va ressentir du plaisir à venir aux entraînements, puis il va créer un lien de plus en plus fort avec son entraîneur. Aussi, il va être plus ouvert à la critique constructive, donc ça va lui permettre de s'améliorer davantage. Plus l'athlète est capable de voir les résultats de sa persévérance, plus il perçoit sa capacité d'autodétermination. Donc, pour revenir un peu plus sur l'ensemble du schéma, les flèches bidirectionnelles démontrent une forme d'échange entre les deux éléments. Par exemple, le soutien de l'entraîneur va favoriser le lien de confiance. Plus le lien de confiance est grand et fort, plus l'entraîneur est en mesure d'apprendre à connaître son athlète, à reconnaître ses signaux d'épuisement et lui offrir un maximum de support. Puis tout ça, ça se fait à travers l'autonomie qu'il va donner à son athlète et aussi sa capacité d'adaptation et la flexibilité. C'est un peu la même chose pour la confiance en soi et ses capacités qui vont mener à la progression. Donc, plus un athlète progresse, plus il va être confiant par rapport à ses manœuvres. Aussi, au fil de sa progression, l'athlète développe une force mentale qui augmente. Donc, plus sa force mentale est grande, plus il sera en mesure de se dépasser aussi. Si on se fie à la boxe, ça peut être dû à un plus grand niveau d'endurance qui va être acquis au fil du temps. Donc, c'est quoi, en gros, un entraîneur qui a du support? En fait, c'est un entraîneur qui va communiquer, qui va faire des suggestions sans que ce soit des ordres, qui va faire un retour sur les situations problématiques qui peuvent avoir eu lieu durant les compétitions ou encore les entraînements. Il va accompagner l'athlète autant dans ses échecs que ses réussites. Il va faire preuve de bienveillance en tout temps. C'est aussi une personne qui est capable de faire preuve d'introspection et qui n'a pas peur de référer à d'autres experts au besoin. Dans le fond, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment de maximiser les ressources autour de son athlète. C'est aussi une personne qui est très ouverte au changement. Un entraîneur qui est contrôlant peut émettre de l'abus de pouvoir. Donc, en fait, il va prendre plaisir à faire des commentaires dégradants à son athlète, puis à remettre en question son talent. Au fil du temps, l'athlète va se sentir de plus en plus diminué en présence de son entraîneur, et ça va développer une mauvaise estime de lui-même. Aussi, il va avoir un sentiment de culpabilité constant parce qu'il va voir qu'il ne répond pas aux attentes exigeantes de son entraîneur. Évidemment, dans l'ensemble, tout ça va affecter sa performance, puis il va être à risque d'échec. Chez un entraîneur contrôlant, on voit beaucoup d'inflexibilité. L'entraîneur contrôlant ne sera pas nécessairement soucieux du bien-être de son athlète puisqu'il va se concentrer sur sa performance et l'exécution des mouvements. D'une façon plus concrète, c'est comme si son athlète était sa marionnette. L'athlète ne sera pas porté à se confier à son entraîneur, donc il va refouler ses émotions, puis sa santé mentale va être davantage affectée par une relation malsaine avec son entraîneur. Puis, ça va augmenter son risque d'échec. En boxe, la force mentale, c'est la clé d'une panoplie de choses, donc je vais l'aborder en profondeur un peu plus loin. Lorsqu'on a un entraîneur contrôlant, ça suscite énormément d'anxiété chez l'athlète
puisqu'il va être conditionné à ressentir des émotions négatives en sa présence. Puis l'anxiété est connue pour réduire les capacités d'une personne, puis même la rendre invalide parfois. La pression vécue en présence de son entraîneur va faire en sorte que les efforts de l'athlète ne vont pas être nécessairement aussi optimaux qu'ils le seraient en présence d'un entraîneur soutenant. Donc ça va augmenter son risque d'échec aussi. Pour revenir au même principe que celui du premier schéma, en fait, les flèches bidirectionnelles démontrent une forme d'échange entre les deux éléments. Par exemple, le contrôle de l'entraîneur crée davantage d'anxiété chez l'athlète, et plus l'athlète est anxieux, plus ça le rend vulnérable et plus l'entraîneur va en profiter, en fait, pour abuser de son pouvoir. Comme pour l'estime de soi qui va être affaiblie, ça va aussi augmenter le risque d'échec, évidemment. Puis plus les difficultés et les échecs sont grands, plus ça va avoir un impact négatif sur sa confiance en soi. Au niveau de la force mentale qui se dégrade, mais plus la force mentale va être basse, moins l'athlète va être capable de fournir les efforts nécessaires à sa progression. Puis ça va faire en fait des échecs qui vont s'enfler à travers le temps, puis ça va devenir un cercle vicieux. Donc en gros, c'est quoi un entraîneur contrôlant? Ça va être quelqu'un qui va être fermé d'esprit puis qui va seulement voir sa manière de faire comme la bonne. Lors des échecs, il va faire naître un sentiment de culpabilité chez l'athlète, mais lors des réussites, il va se les attribuer. C'est une personne qui va avoir aucune reconnaissance. Il va valoriser les relations hiérarchiques lorsque c'est lui qui se trouve au sommet. Il va minimiser les difficultés rencontrées par l'athlète, puis aussi il va être incohérent et imprévisible dans ses réactions. Pour poursuivre dans la même lignée, voici la grille managériale de Blake et Mouton qui représente bien les différents types de leaders qu'on peut retrouver dans un contexte sportif comme un entraîneur. La grille va déterminer à quel point chacun des types de leadership accorde de l'importance aux relations humaines et à la performance. Comme on peut le voir par son emplacement sur la grille, le style de leadership autoritaire priorise la performance. Pour lui, c'est les résultats qui comptent. Donc, ces relations ne prennent pas énormément de place. Elles sont souvent toxiques et superficielles. Ce qui est plus important pour lui, c'est vraiment le paraître et le pouvoir. Concernant le style de leadership laisser-faire, on remarque, selon la grille, que ni les relations ni les performances vont être importantes à ses yeux. Donc, ça va susciter beaucoup d'insatisfaction et de frustration de la part des employés ou de ses athlètes puisqu'il va être trop passif. Pour ce qui est du leader régulateur, en fait, ces relations sont tellement importantes à ses yeux que ça va empiéter sur la performance. Par exemple, un entraîneur qui est de type régulateur va pas être capable de donner une critique constructive à son athlète ou de confronter un problème. Donc ça va empiéter par la suite sur la progression de l'athlète, son amélioration et sa performance. Le dernier style de leadership participatif fait un peu un lien avec le style d'entraîneur qui serait soutenant. Donc, en fait, c'est une personne qui valorise autant la réussite que le bien-être de l'athlète ou de son équipe ou de son employé. Donc, pour lui, la communication, c'est la clé. Puis, il va créer un lien de confiance qui est très précieux. Et évidemment, comme on l'a vu, bien, un lien de confiance qui est fort mène à la progression et à la performance. Donc, vous l'aurez deviné, le style de leadership le plus sain, c'est le participatif. C'est important de mentionner qu'aucun entraîneur ne se range dans un style de leadership spécifique. Par contre, il peut avoir tendance à pratiquer un certain style plus qu'un autre. Ce qu'on doit retenir ici, c'est qu'il faut prioriser le plus possible le style participatif puisque c'est lui qui procure de réels bénéfices à la relation entraîneur-athlète. Maintenant, j'aimerais ça qu'on approfondisse un peu plus le sujet de la force mentale. En gros, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est pas? C'est la capacité physique et mentale à recevoir des coups, à surmonter les blessures, à s'entraîner de manière intense, à être discipliné la plupart du temps, à respecter ses limites, à se motiver soi-même. Par contre, ce n'est pas toujours subir les coups, empirer ses blessures, faire du surentraînement, endurer des propos dégradants, se forcer à faire des sacrifices ou ignorer son bien-être. Il faut quand même faire une petite précision juste ici. C'est important de distinguer les deux extrêmes de la force mentale. À gauche, on a la force mentale équilibrée, tandis qu'à droite, on a la force mentale déséquilibrée. La force mentale équilibrée, c'est ce qui est suggéré à long terme. C'est celle qu'on devrait prioriser puis qui est essentielle à la persistance des efforts puis à la motivation. La force mentale déséquilibrée peut être suggérée, mais vraiment à court terme. Donc, parfois, c'est nécessaire de l'utiliser pour dépasser ses limites puis arriver à performer, mais une fois que ça c'est fait, on doit absolument retourner dans la force mentale équilibrée en tant qu'athlète.
Pour le bien de son athlète, l'entraîneur doit absolument surveiller cet aspect-là. Je trouvais quand même important de fournir un schéma des rôles et responsabilités divisés entre l'entraîneur et l'athlète. Ce schéma s'inspire de la formation d'entraîneur de boxe niveau 1 à laquelle j'ai assisté et qui était donnée par M. Rénal Boisvert. En commençant par l'entraîneur, il doit avoir des attentes réalistes en fonction du niveau et des capacités de l'athlète. Il doit aussi traiter tout le monde avec équité puis éviter de faire du favoritisme. Son enseignement doit être vraiment sain puis respecter la bulle de l'athlète et la relation professionnelle. C'est aussi important qu'il fournisse un encadrement puis qu'il conseille au mieux de ses connaissances l'athlète en tout temps. Puis, comme je l'ai dit plus tôt, c'est important qu'il soit flexible puis qu'il s'ajuste en fonction des imprévus de la vie et le quotidien de l'athlète. Concernant la boxeuse, en effet, c'est elle qui est responsable de sa propre performance puisque c'est elle qui va boxer sur le ring au final. C'est aussi elle qui est responsable de sa progression, donc elle doit faire preuve d'une grande humilité, d'accepter la critique constructive et de mettre en marche les améliorations nécessaires. Ces améliorations-là, justement, peuvent dépendre aussi de ses habitudes de vie. Donc, c'est sûr que ses choix alimentaires, aussi le nombre d'heures de sommeil ou encore sa présence aux entraînements vont avoir un impact sur sa performance. Finalement, on a la motivation. Donc, c'est sûr que la boxeuse va nourrir son sentiment d'autodétermination, c'est-à-dire connaître les raisons qui la poussent à quand même se présenter au gym, même quand c'est plus difficile. Maintenant, on va passer aux rôles et responsabilités que l'entraîneur et l'athlète ont en commun. Donc, on a évidemment la communication qui est la clé, la base. On a aussi la capacité d'adaptation qui facilite grandement la relation entraîneur-athlète. On a le fait de valoriser un esprit sportif qui est super important. Le lien de confiance, la santé physique et la santé mentale. Ce que je veux dire par la santé physique, en fait, c'est que l'athlète connaît ses limites et l'entraîneur doit lui faire confiance par rapport à ça. Pour ce qui est de la santé mentale, l'athlète vit d'autres difficultés en dehors du club, donc dans sa vie personnelle, et l'entraîneur doit faire preuve de compréhension et d'empathie. J'aimerais qu'on revienne un peu sur la capacité d'adaptation puisque c'était vraiment un élément central de la formation. S'adapter, c'est optimiser. En fait, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est tout simplement de suivre le rythme de la boxeuse pour éviter d'arriver à l'épuisement psychologique, physique ou simplement la démotivation. En fait, c'est juste vraiment plus avantageux d'y aller de manière progressive parce que c'est plus motivant, moins intimidant, plus réaliste, plus efficace et plus plaisant à long terme. La boxeuse ne sera pas meilleure si on a des exigences élevées envers elle dès le départ. Entre autres, c'est super important de connaître le quotidien de son athlète. Par exemple, c'est quoi son métier? Ou encore, comment s'est déroulée sa fin de semaine? Plus concrètement, si on a une boxeuse qui a un métier très physique, le risque de blessure aux entraînements va être plus élevé qu'une personne qui travaille assise dans un bureau. Ça peut sembler être une information vraiment banale, mais à long terme, ça fait une énorme différence quant à la qualité de vie de l'athlète. Maintenant qu'on a passé le contenu théorique, je vais vous présenter les entrevues que j'ai réalisées. Au cours de mon stage, j'ai eu la chance d'observer des boxeuses professionnelles et amateurs. Entre autres, j'analysais leur interaction durant les entraînements et à la fin de l'entraînement avec leur entraîneur. 3 boxeurs et 2 entraîneurs ont adhéré à une entrevue qualitative avec moi. Le processus d'entrevue a été approuvé par ma professeure, puis puisque je suis encore au baccalauréat dans un cours qui initie à la psychologie appliquée, l'approbation d'un comité éthique n'était pas requise. La participation était purement volontaire. Les entrevues étaient de type semi-structuré, donc ça, c'est-à-dire que j'avais une liste de questions qui était préparée, mais lorsque j'avais des questions qui me venaient en tête au cours de l'entrevue, bien, je les posais aussi. C'est bien important de mentionner aussi que j'ai utilisé des noms fictifs, donc toutes leurs réponses sont confidentielles. On commence d'abord par les entrevues que j'ai pu faire avec 2 entraîneuses. Je me suis demandé c'était quoi l'attitude optimale à avoir pour être une boxeuse performante. Selon Amy, c'est nécessaire de se croire la meilleure et la plus forte pour construire une force mentale, puis ce genre d'attitude et d'estime de soi élevée aiderait la boxeuse à performer et à ne pas se laisser abattre facilement. Le refus de la défaite et le fait d'être convaincu de sa capacité va l'amener à se dépasser, à persévérer et transformer sa colère, sa rage en performance. Quelles sont les pratiques d'entraîneurs néfastes? Donc, pour Amy, c'était le manque de connaissances, une mauvaise périodisation d'un plan d'entraînement. Ce qu'on veut dire par là, c'est un entraîneur qui a de la difficulté à bien ajuster le plan d'entraînement en fonction de l'athlète, le refus de s'adapter à l'évolution du sport,
la mauvaise réception à la critique, une collaboration qui est difficile avec les autres acteurs qui l'entourent, comme le psychologue, le nutritionniste ou le préparateur physique. Aussi, lorsque c'est un entraîneur qui a un gros manque de communication avec ses collaborateurs et qui manque d'encadrement auprès de son athlète. Il faut se rappeler en fait qu'un entraîneur, c'est quand même un leader, donc il détient un rôle qui a du pouvoir. Si le leader du groupe a des pratiques néfastes, ben ça va provoquer de la démotivation, des conflits d'intérêts, aussi même en venir à l'abus de pouvoir, donc de profiter de son pouvoir de dotation. Parfois aussi, sa gestion peut être incohérente, il va faire du favoritisme, pas respecter le processus de sélection habituel. Il peut aussi modifier les règlements à son avantage ou encore avoir un droit de veto plus important qu'il devrait. Aussi, sa gestion de groupe peut être assez toxique et il peut devenir malsain à long terme. Souvent, ce genre d'entraîneur va se sentir menacé par les entraîneurs compétents. Il va aussi jouer avec la santé mentale des personnes qui l'entourent. Pour aller un peu à l'opposé de la dernière question, je me demandais c'est quoi la mission de l'entraîneur? Qu'est-ce qu'il doit apporter à ses athlètes? D'après Amy, il a pour responsabilité de guider son athlète vers les bons choix, de faire preuve d'écoute active, d'être à proximité et disponible si jamais son athlète en a besoin. Il devrait toujours être dans l'intérêt d'orienter et de conseiller au meilleur de ses connaissances et de comprendre l'emploi du temps de son athlète, de reconnaître ses signaux de charge mentale et l'encourager à avoir de saines habitudes de vie. Ensuite, je me suis demandé, c'est quoi un athlète difficile? Maintenant, on a la réponse de deux entraîneurs, Amy et Léa. Selon Amy, c'est un athlète désengagé qui s'adapte pas à la réalité de son sport. Aussi, c'est lorsque Amy, en tant qu'entraîneur, a dû être plus sévère contre son gré avec l'athlète. C'est aussi quelqu'un qui va être réticent à l'intégration de nouvelles athlètes. Pour Léa, un athlète difficile, ça va être quelqu'un de plus fermé d'esprit et qui ne voudra pas suivre ses conseils d'entraîneur. Si c'est quelqu'un qui est dans le déni, c'est plus difficile de l'aider à s'améliorer. Je me suis questionnée au plus grand défi qu'on retrouve chez un entraîneur. Selon Amy, c'est vraiment de garder la motivation quand elle a personnellement des moments plus difficiles. Aussi, c'est de traiter ses athlètes équitablement, même avec toute la bonne volonté du monde, parfois on n'y arrive pas. Le rôle central de l'entraîneur, c'est aussi d'intervenir en cas de problème, faire du mieux qu'on peut pour bien gérer son temps. Puis c'est aussi d'apprendre aux athlètes à se motiver elles-mêmes. Pour Léa, c'est vraiment le transfert des apprentissages et la verbalisation des manœuvres et des mouvements. Ça reste un grand défi pour elle de trouver un juste milieu entre son rôle d'athlète et son rôle d'entraîneur. Qu'est-ce qui nourrit la motivation de l'entraîneur? Selon Amy, c'est vraiment le fait qu'elle transitionne d'une réalité à une autre. Donc, elle part de son premier métier, puis ensuite elle vient au gym. C'est aussi de respecter ses limites en tant qu'entraîneur, puis parfois c'est nécessaire de communiquer l'émotion du moment, tout simplement parce que ça favorise le lien de confiance et ça permet de mettre carte sur table. Pour Léa, c'est vraiment une façon de décrocher puis de se distancer de ses problèmes personnels. J'ai demandé à Amy les bienfaits et les répercussions de la boxe d'après son expérience. Pour Amy, c'était vraiment un point positif au niveau du développement de la force mentale, de l'organisation, de la confiance en soi, de relever des défis, d'apprendre à se connaître soi-même. Ça a aussi amené une gestion du stress efficace puisque sur le ring, le niveau de stress est tellement élevé qu'elle a dû apprendre et développer des techniques de gestion du stress qu'elle utilise maintenant dans sa vie personnelle. Il y a quand même quelques désavantages à être une boxeuse professionnelle. Donc, ça participe à l'usure prématurée du corps pour les athlètes de haut niveau. Puis aussi, il faut être très vigilant au niveau des coups à la tête. Maintenant, on va passer aux entrevues avec les trois boxeuses Anne, Mila et Julie. Les boxeuses avaient-elles été témoins de pratiques d'entraîneurs néfastes et si oui, lesquelles? Mila aurait déjà vécu l'expérience avec un entraîneur qui criait, hurlait et qui avait un ton autoritaire. Aussi, elle ressentait un sentiment d'infériorité en sa présence. Il y avait clairement une relation de pouvoir selon elle. Pour Anne, c'était vraiment un entraîneur qui manquait de considération pour son bien-être physique et psychologique. Il lui avait imposé une diète de perte de poids absurde qui lui a ensuite causé un trouble alimentaire. À un autre moment, elle lui avait mentionné son mal de tête et ce dernier l'a quand même obligé à faire l'entraînement. Elle m'a aussi parlé d'un cas d'intrusion qu'on pourrait qualifier d'écart de conduite, voire du harcèlement, puisque son entraîneur l'appelait tard le soir en dehors des heures d'entraînement, donc ça dépassait clairement le cadre professionnel. Julie m'a aussi parlé d'un cas d'intrusion, encore une fois, une conduite qui était strictement non professionnelle, donc elle recevait des appels inutiles de son entraîneur en dehors de ses heures d'entraînement. Qu'est-ce qui va contribuer à la persévérance de l'athlète? Selon Mila, la défaite va motiver à devenir meilleur. Puis le fait d'être plusieurs,
de s'entraîner en groupe, c'est motivant, puis ça fait en sorte que malgré que la boxe soit un sport individuel, on peut quand même la pratiquer en équipe. Anne continue de persévérer pour réaliser son rêve de gagner le championnat du monde et aller jusqu'au bout. Pour Julie, c'est vraiment la passion qui l'habite pour le sport. Lorsqu'elle est au club de boxe, c'est là qu'elle se sent chez elle. En fait, toutes les boxeuses ont créé un esprit de famille qui est vraiment précieux. Pour elle, la boxe, c'est vraiment un moyen de contrôler ses émotions, de développer une maturité, puis d'encore mieux analyser le jeu de son adversaire. En gros, la boxe aurait un impact majeur dans sa vie. Ensuite, qu'est-ce qui peut nuire à leur propre persévérance? Mila va dire que parfois, l'implication du coach qui varie en fonction du niveau fait en sorte qu'un athlète peut se sentir plus oublié qu'un autre. Ou au contraire, un athlète qui a trop d'autonomie et qui est laissé à lui-même, ben, ça va pas nécessairement l'aider à persévérer. Ce qui va en résulter une progression qui va être freinée par un manque d'encadrement. Pour Anne, c'est plus l'impact de la corruption dans le milieu. On sait que la boxe implique des sacrifices vraiment importants dans toute sa vie personnelle et c'est beaucoup d'investissement de la part de l'athlète. Donc avec la corruption et l'iniquité, c'est sûr que ça va décourager l'athlète de plus en plus. On connaît la motivation des entraîneurs, mais c'est quoi la motivation des athlètes à venir s'entraîner? Pour Mila, c'est le respect de l'horaire et de la structure, le plaisir et le développement d'une maturité précoce que suscite la boxe et sans oublier ses bienfaits à long terme. Lorsque Anne était plus jeune, c'était vraiment par peur de décevoir. Donc, puisqu'elle savait que quelqu'un l'attendait, ça augmentait sa motivation à aller s'entraîner. Maintenant plus âgée, c'est une façon pour elle de décompresser, puis aussi de répondre aux exigences qui lui sont demandées. Un peu comme Anne, Julie aussi, c'est une obligation, donc elle sait que quelqu'un l'attend, qu'elle doit aller s'entraîner. Et ça représente un moyen efficace de se libérer de la pression. Puis au final, dans les moments plus difficiles, elle est fière d'avoir été s'entraîner. Je me suis demandé à quel point ce sport prend de la place dans la vie des boxeuses. Pour Mila, ça prend une énorme place. Pour Anne, ça représente énormément de sacrifices personnels, mais aussi ça lui permet de connaître davantage ses propres limites. Et la boxe représente l'ensemble de son rythme et ses objectifs de vie. Pour Julie, on voit qu'elle est pas mal du même avis que Mila et Anne, donc ça prend une énorme place et ça demande beaucoup de sacrifices. Finalement, j'ai demandé aux trois boxeuses c'est quoi la clé pour une bonne relation avec son entraîneur. Et elles m'ont répondu que c'est vraiment la compréhension, le lien de confiance, la bienveillance et le support émotif. À travers toutes les informations que j'ai pu recueillir au fil des entrevues, c'est possible de faire des liens avec le reste de la capsule. Donc, en fait, de voir l'importance d'une relation entraîneur-athlète qui est saine. On va élaborer un peu plus sur les plus grands enjeux de la boxe féminine. Premièrement, il devrait avoir davantage d'équité salariale en boxe professionnelle. Les femmes n'ont toujours pas accès à des salaires satisfaisants, ou du moins ils sont encore très bas par rapport à ceux des hommes. Encore une fois, on sait que les opportunités sont moins nombreuses pour les femmes, comme par exemple aux Jeux olympiques, c'est encore difficile de faire de la place pour la boxe féminine. Aussi, il y aurait un grand manque d'éthique dans le milieu. C'est encore une fois très difficile d'avoir de la reconnaissance en tant que femme qui pratique la boxe. Puis les stéréotypes en lien avec l'incompétence sont toujours en vigueur. Depuis quelques années, la boxe a comme cessé d'évoluer, donc c'est comme si on était un peu en stagnation. Les entraîneurs m'ont aussi mentionné que la manipulation n'était pas rare dans le milieu. L'abus de pouvoir en fait partie également, et les relations hiérarchiques seraient grandement favorisées, tout comme la corruption des valeurs. Et comme c'est suffisamment difficile de faire sa place en tant que femme dans le milieu de la boxe, bien, elles vont avoir tendance à subir les comportements et les propos déplacés. Une grande partie des informations que j'ai recueillies dans l'étude de Christy Albert en 1987 et qu'on a vu dans la capsule 1 semblent être encore à jour malheureusement. Pour revenir à la question initiale, comment la relation avec l'entraîneur affecte-t-elle la motivation des boxeuses? Ce que j'ai constaté, c'est que la motivation vient beaucoup de la relation entraîneur-athlète qui est axée sur la confiance, la communication et le lien basé sur la bienveillance. Les femmes qui pratiquent la boxe subissent l'expérience négative des stéréotypes, mais cette expérience-là va être contrebalancée par les deux aspects positifs de la motivation et de la relation entraîneur-athlète. Les deux individus doivent être versatiles pour forger une relation de confiance. Une fois qu'un lien solide entre l'entraîneur et l'athlète est établi, ils conserveront leur motivation malgré les échecs et les obstacles, tels que peuvent le montrer les stéréotypes. Suite à mes recherches, la relation avec l'entraîneur renforce la motivation des boxeurs. Concernant les avenues futures, ce serait pertinent d'aller explorer la relation avec l'entraîneur et son impact sur la motivation,
mais en s'intéressant à des sports dans lesquels les femmes n'ont pas de difficulté à s'intégrer et les enjeux qu'elles rencontrent, à savoir s'ils divergent ou pas de ceux de la boxe féminine. Merci énormément d'avoir été à l'écoute et j'espère sincèrement que la deuxième partie vous a plu. Si jamais, voici toutes les références juste ici.